Bon après-midi à toutes et à tous. Il y en a qui sont perdus. Voilà, nous allons commencer avec un peu de retard cette dernière table ronde qui va être vraiment un round table. Pour donc une séance conclusive où nous allons essayer de satisfaire vos vœux exprimés par M. Brauzy. Lors de la séance d'ouverture, qui souhaitait que nous apportions quelques réponses aux nombreuses questions que nous avons soulevées lors de ce colloque. Alors, tout au moins, nous allons essayer de faire une synthèse aujourd'hui, cet après-midi, en revenant peut-être un peu sur le type du colloque, qui était tout un programme, Industrie créative, un grand tournant, qui, comme tout bon titre, est polysémique. Comment interpréter cette question, parce qu'il y a un gros point d'interrogation, industrie créative, un grand tournant. Est-ce que ça veut dire que les industries créatives représentent un grand tournant par rapport à quoi? Par rapport à qui? Ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'on parle d'industrie créative. Est-ce qu'elles sont signifiées? Est-ce que cette problématique a signifié, entre autres par rapport à nous qui travaillons dans le domaine de la culture et des communications, est-ce que cette problématique a représenté un tournant significatif? Ou encore, est-ce que les industries créatives, la problématique des industries créatives est elle-même un grand tournant, un point de carrefour en quelque sorte? Dans les deux cas, je vous signale que le cheval de Troie tourne difficilement, parce que le train avant mobile n'était pas inventé à ce moment-là. Alors c'est difficile de faire tourner un cheval de Troie. Je ne ferai pas une longue introduction, mais seulement pour faire le lien avec la séance précédente qui portait sur les modèles en question, et cette table ronde porte le même titre exactement. J'imagine que nous allons revenir sur les modèles en question, les modèles d'affaires et les modèles socio-économiques qui ont été évoqués précédemment. J'imagine que nous aurons l'occasion d'approfondir quelques-unes des questions qui ont été soulevées ce matin et d'autres qui seront. Nous avons de nouveaux panélistes qui seront soulevés cet après-midi. Alors, dans l'ordre, je donnerai la parole à Gilles Pronovo, qui est professeur émérite de l'Université du Québec à Trois-Rivières et qui est un spécialiste du tourisme, du loisir, surtout des sciences du loisir, un sociologue du loisir qui a publié plusieurs ouvrages sur cette question et qui sans doute nous apportera un éclairage original sur la problématique des industries créatives. Je donnerai ensuite la parole à Jean-Guy Lacroix, professeur émérite aussi, professeur retraité, vous êtes émérite ici, nous disons professeur associé chez nous, professeur retraité donc de l'Université du Québec à Montréal, également sociologue, que vous connaissez déjà parce qu'il a présidé deux séances en particulier, mais aussi parce que plusieurs d'entre vous ont eu l'occasion de côtoyer Jean-Guy lors de nombreux colloques en France. Il est sociologue. Voilà, oui, sociologue retraité. Je n'ai pas dit la sociologie, j'ai dit le sociologue. Ensuite, nous passons la parole à M. Benghazi. Benghazi, pardon. Excusez-moi. Je martyrise les noms. J'ai un prénom compliqué. Pierre-Jean, je passerai la parole à Pierre-Jean par la suite, qui s'exprimera dans la foulée de sa présentation de ce matin, j'imagine. Ensuite, à Bernard Bièche, qui n'a pas besoin de présentation, qui est aussi retraité, qui n'est pas sociologue, c'est un économiste à la retraite. Je n'ai pas besoin de faire de présentation. Voilà. Et finalement, à Giuseppe Riquelli, qui est un... oui, c'est un Italien, mais il travaille en Suisse, alors on ne sait pas trop s'il va parler longuement ou brièvement. Giuseppe est bien connu aussi dans le monde des communications depuis plusieurs années, travaille avec nous depuis plusieurs années. Alors chacun, la règle est la suivante, chacun aura 15 à 20 minutes pour s'exprimer. Je compte sur leur autodiscipline. On va pratiquer un peu la participation de ces amateurs. Appelez ça de la circuition si vous voulez, ou appelez ça de l'autocensure, mais j'ai demandé à chacun de s'autodiscipliner et donc de se conformer aux 15-20 minutes pour laisser place aux interactions par la suite, aux échanges qui suivront entre eux et avec vous par la suite. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Gilles Pronovo.
Merci Gaëtan. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de participer à ce colloque. J'ai des amis ici que j'ai négligés pendant de nombreuses années. C'était lié un peu à nos trajectoires professionnelles. Et donc, c'est un peu avec plaisir que je reprends contact avec vous, chers collègues. Je suis un sociologue plutôt des usages que des industries. Et ce qui m'avait frappé, c'était moins la notion d'industrie créative, la notion de cité créative, dont on a très peu parlé, alors que finalement, c'est plutôt les villes qui cherchent à se donner le label de créatif que les nations, bien entendu. Donc, je vais vous proposer une petite réflexion en parlant de villes et de temps. Plus rapidement du temps que des villes, parce que ça nous mène à une problématique notamment sur qu'en est-il dans le cas de la population. Alors, d'abord, il faut dire que la notion, dans l'idée de cité créative, c'est une sociologie urbaine plutôt à ras de sol, seulement. De quelle ville parle-t-on? Et finalement, les grandes villes qui se donnent le label de créatif, Montréal, Toronto, Paris, il faudrait voir quel est le type d'aménagement d'espace et du temps qu'une cité créative pourrait développer, qui pourrait permettre justement à la population d'être plus créative, d'être plus active au plan culturel et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça que je vais passer rapidement sur ce thème-là, parce que c'est pas sur ça que je voudrais insister, mais au fond, j'emprunte ce titre à un ouvrage de Jean-Yves Boulin de Paris-Dauphine sur la ville habitant. C'est que finalement, une ville, c'est une ville où il y a des questions d'espace et de temps qu'il faut maîtriser, qu'il faut gérer. Et depuis maintenant au moins une vingtaine d'années, c'est parti d'Italie, il y a des villes qui ont pensé s'occuper un peu justement des questions de temps. Et il y a même dans des villes, il y a même des bureaux d'État maintenant. Il y en a un à Paris, il y en a à Rennes, il y en a dans d'autres villes de France, c'est surtout Italie, France et Allemagne, je comprends. Et finalement, ces enjeux-là, c'est autour de la mobilité, du travail, des horaires, des services publics, et également de la difficulté parfois je parle de porosité des temps sociaux. Donc, seulement pour dire que finalement, une cité créative, c'est d'abord une ville où il y a des questions d'aménagement d'espace et du temps. Et cette question-là a été traitée, mais on en parle sûrement pas. Et les champs d'action, c'est autour transport, services de garde et d'accueil, horaires scolaires, horaires de services publics, aménagement des horaires de travail et tout et tout. Donc, je vais tout petit peu rapidement, mais je pense que si on faisait un colloque sur la cité créative, il faudrait parler de la ville dans une perspective sociologique, économique et tout, ce dont il est rarement question. Mais ce n'est pas mon propos principal, mais je veux au moins le souligner, parce que quand il est question de création, de créativité, ou du champ culturel en général, bien sûr, il n'y a plus le volet des industries, mais il y a aussi le volet de ce qu'on fait en termes de participation culturelle et en termes de temps consacré à la culture. Et à cet égard, je vais vous parler un peu rapidement de quelques constats qu'on peut tirer des études d'emploi du temps. Il y a des grands sondages sur la participation culturelle. Les gens déclarent combien de fois par année, s'ils ont souvent ou jamais au musée, au théâtre, au cinéma, tout. Ça, ce sont des enquêtes de participation culturelle. Il y a aussi des enquêtes d'emploi du temps, de budget temps, qui sont menées dans de nombreux pays, en France. Par exemple, en France, le dernier sondage, la dernière enquête menée par l'INSEE en 2010, il y avait 15 000 carnets. Au Canada, 15 000 répondants, aux États-Unis, 17 000 répondants, c'est vraiment très, très important comme échantillon, réparti sur toute l'année pour éviter justement les questions de saisonnalité. Et ce qui est important de dire, ce ne sont pas des déclarations. On ne demande pas à une personne, en moyenne, combien de temps consacrez-vous à regarder la télévision. Ce genre d'estimation-là est rarement fiable. On sous-estime le temps télévisuel, on surestime classiquement le temps consacré au travail, on surestime le temps consacré aux tâches domestiques, etc. Donc, nos perceptions de temps ne sont pas fiables. La façon dont on procède, c'est qu'on fait un sondage et, au fond, on recompose l'emploi du temps d'un individu, de l'informateur, la veille du sondage. Par exemple, si aujourd'hui on vous contactait pour faire un sondage genre d'emploi du temps, comme le font les grands organismes nationaux,
Vous vous rappelez assez bien que là, vous êtes levé hier matin, comment ça s'est passé durant la journée. Donc, on recompose avec vous l'emploi du temps, et c'est l'ordinateur qui fait le calcul du temps. Et ça fait 24 heures. Je ne veux pas aller trop longuement là-dedans, mais c'est la méthodologie. Première constatation concernant le temps de travail. On n'a pas parlé de travail ici, mais si on travaille, on n'est pas en train de lire pendant ce temps-là. Alors, voici des données tirées d'enquêtes dépendant des années au Canada, aux États-Unis et en France. Et vous voyez que finalement, en France, par exemple, il y a eu un accroissement du temps de travail au tournant du siècle. Au Canada, de façon très importante. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus stable. Mais au travail rémunéré, on doit ajouter aussi d'autres activités reliées au travail. Par exemple, vous pouvez être sur les lieux de travail et prendre des repas, donc vous êtes sur place. Et surtout, il y a des déplacements au travail. Or, les enquêtes d'emploi du temps nous disent que finalement, la semaine de travail, par n'importe qui en sortie, c'est au moins une quarantaine d'heures par semaine. Et également, je ne peux pas trop développer, mais sur le long terme, chaque heure additionnelle de travail induit pour 90% une réduction du temps libre correspondant, et vous verrez au premier chef le temps culturel et le temps consacré à l'activité sportive. Donc, ce sont des données relativement comparables en termes de mesures, je regarde les détails, ce sont des données relativement comparables. Donc, il faut oublier votre travail. Et que si on passe 40 heures par semaine à travailler, en plus des à peu près les 50 heures de sommeil, il faut répartir le restant du temps de la semaine. Également, les enquêtes d'emploi du temps nous enseignent sur le stress temporel. Je donne ça comme exemple. Une des grandes tendances en Occident, c'est qu'environ le tiers, je regarde les détails, de la population peut être stressée. Par exemple, sur une échelle de 10 questions différentes, on demande est-ce que vous considérez comme des bureaux de travail, est-ce que vous devez réduire 2 heures de sommeil, etc. Là, il y a des questions standards qui sont posées depuis plusieurs années. Vous avez de 0 à 10 ce que ça donne pour le Québec. Eh bien, quand ça fait 5 fois oui, ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 fois 8 sur les 10 questions, on peut considérer qu'on est près du stress temporel et c'est l'ordre de grandeur. Et les plus stressés d'entre les stressés, ce sont les parents avec des jeunes enfants. Et j'ai pas mis également bien sûr ceux dans l'âge moyen. Vous voyez, c'est presque 2 fois plus que le moyen. Et j'ai pas mis le tableau sur les professions, mais dans les professions, ce sont les gens dans les services de santé, les services sociaux, les gens dans les domaines de la gestion de l'administration, et je vais les professeurs d'université qui affichent des taux de stress plus élevés. Donc, cité créative ou industrie créative ou pas, nous travaillons et une partie de la population est stressée. Il faut le dire, dans ce sens-là. Et ça a des conséquences sur le temps que l'on consacre à la culture. On peut avoir, on disait, 1 million de volumes disponibles d'un clic. Ça ne veut pas dire pour autant que, bien sûr, qu'on les lit. Et là, les enquêtes d'emploi du temps nous donnent une mesure, non pas du taux de participation, le pourcentage de gens qui disent faire ci ou faire ça, lire ou pas, etc., mais du temps effectivement consacré à une activité en particulier la veille de l'enquête. Encore une fois, elle est répartie sur l'année pour éviter ces années. Et là, si on prend une mesure du temps consacré à la culture qui concerne, qui comprend les pratiques en amateur, les habitudes de lecture, les sorties cinéma, la visite d'établissements, musées, etc., voici ce que ça donne quand on compare les données relativement comparables, on peut en discuter, voici ce que ça donne pour le Canada, le Québec, les États-Unis et la France. Eh bien, le budget temps occidental consacré à la culture, c'est une moyenne sur l'ensemble de la population, est en déclin. Les données sont là. Les États-Unis, c'est comme ça. Il y a un petit trou pour la France parce qu'il n'y a pas d'enquête en 1998, en 2005. Mais les données sont là. Autrement dit, si on prend le temps total déclaré un peu pour la culture, un peu comme on disait, le revenu total, la somme, tout l'argent gagné dans une année, dans une journée, et qu'on divise par l'ensemble de la population, ça donne un revenu moyen par habitant, là ça donne un temps culturel par habitant, c'est ce que ça donne. Si on prend maintenant les données concernant les participants uniquement, parce que bien sûr,
dans une journée, c'est pas tout le monde qui lit, c'est pas tout le monde qui va au musée et tout et tout. Alors, les chiffres sont un petit peu plus consolants, parce que vous voyez que finalement, si le temps total, temps moyen consacré à la culture est en déclin, le temps que les participants y consacrent, si on ne retient que la portion de la population qui lit ce jour-là, etc., là, c'est un petit peu plus stable comme taux de participation. Et même, il y a une légère hausse, mais je ne pense pas que ça soit très, très important. Mais l'important, c'est la stabilité des actifs culturels. Dans l'ensemble de la population, on est moins... le temps total est moins important, mais les actifs, eux, réussissent malgré tout à maintenir le temps qu'ils consacrent à des activités culturelles. Et si on prend également, cette fois, uniquement les sorties, c'est quand même les industries du spectacle, c'est un peu ça, sorties, je rappelle, c'est cinéma, musée, spectacle, concert et tout. Alors là, à part l'exception des États-Unis, qui est en haut, qui est en haut complètement ici, vous le voyez, là, c'est en déclin, naturellement. Donc, c'est pas... Dans le temps, si le temps culturel des actifs se maintient, il n'est pas du côté des sorties, ce n'est pas du côté des sorties culturelles qu'on doit chercher l'explication. Donc, il y a quand même une conséquence pour les industries dites créatives, c'est que vous aurez de moins en moins de gens dans vos salles, dans vos lieux. C'est un petit peu l'idée. Bien sûr, probablement qu'une partie de la consommation culturelle se déplace vers une consommation par le numérique. C'est probablement la principale réponse. Parce que, par exemple, c'est pas très important, le temps de lecture est en déclin de façon très, très importante. Donc, presque 50% de moins de temps à la lecture maintenant dans presque tous les pays. Alors, mais la lecture en ligne, c'est quand même pas très, très, très important encore. La même chose, j'ai pas mis, mais on a parlé beaucoup des pratiques en amateur ce matin. On les a un petit peu crucifiés dans certains sens. Eh bien, ils sont en déclin. Le temps consacré à des pratiques en amateur est en déclin. Très, très, très net, j'ai pas mis le tableau. Par contre, on peut penser qu'une partie des pratiques en amateur se déplace vers des formes d'utilisation du numérique, faire son profil vidéo, sa propre musique et tout. On mesure très, très mal. D'ailleurs, par ces enquêtes-là. Ces enquêtes-là sont quand même bien faites. On mesure très mal des changements de cet ordre-là pour l'instant. Ceci étant dit, donc, je vais respecter mon temps. Les temps, j'en suis déjà à la conclusion. Mais quand je parlais des cités créatives à l'épreuve des temps sociaux, c'est un peu ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas négliger des tensions sur le temps de travail qui, très nettement, ont un impact sur la consommation culturelle et le temps que l'on consacre à la culture. Je crois que c'est inéluctable. Nous allons dans une société où le temps consacré à la culture est en diminution. Il peut y avoir des déplacements sur Internet, sur le numérique, certainement. Mais dans l'ensemble, le temps total que la société canadienne, française ou québécoise va consacrer à la culture ne sera pas en croissance. En tout cas, c'est pas dans les tendances, et avec le vieillissement de la population encore plus. Je n'ai pas parlé cependant d'un détail, parce que quand je parle de temps culturel, c'est le temps culturel hors télévision. Je ne sais pas s'il y a une partie, bien sûr, culturelle ou pas, mais disons que si on le met à part, naturellement. Alors, le temps visuel était en relatif déclin. On a quand même connu des pics de 20, 22, 23 heures par semaine, naturellement, dans les années 90, 95. Il y a eu une certaine descente du temps consacré à regarder la télévision, mais toutes les trois enquêtes canadiennes, américaines et françaises indiquent qu'il y a une remontée, peut-être avec une heure de plus par semaine, de temps consacré à la télévision. Et rassurez-vous, les plus grands télévores, ce sont les Américains. Il y a presque 2 heures de plus par semaine de temps télévisuel en Amérique, aux États-Unis, pardon, par rapport à la France. Mais donc, il y a une remontée du temps visuel. Et j'ai marqué porosité croissante des temps sociaux pour dire que sur les données que j'ai présentées, on est très très fiable, très très bien fait par des grands organismes comme Statistique Canada, INSEE et tout. Mais on ne mesure pas nécessairement bien des transferts de temps, notamment entre les sorties en salle, la présence en salle et la présence devant un écran, ou encore les pratiques en amateur classiques et les pratiques en amateur via le numérique. On mesure moins bien ça.
Et également, bien entendu, quand il y a des activités concomitantes, regarder la télé en jasant avec ses copains ou être avec ses enfants en allant au cinéma, il y a des activités qui sont concomitantes qu'on mesure plus mal. Ce que mesure ici, c'est vraiment l'activité principale et non pas l'activité complémentaire. Voilà. Merci. Ce que tu entends par porosité, c'est les activités concomitantes? Pas nécessairement, mais pour dire que parfois, un temps, par exemple, dans le temps de travail, il peut y avoir parfois un peu de temps culturel quelque part, mais il nous échappe parce que comme l'individu est au travail, c'est ce qu'on mesure naturellement. Ou encore quand on dit je prends un repas en regardant la télévision, c'est le repas, le temps du repas qui est mesuré. C'est ce que tu entends par porosité? Un peu. Okay. Merci. Alors, pour commencer, une sorte de mise en garde, une mise en situation. Oui, c'est donc, une sorte de mise en garde ou mise en scène lorsque j'ai communiqué par courriel avec Philippe pour lui dire que je comptais participer au colloque. Il m'a bombardé sur le table ronde finale. Et je lui ai rétorqué que je ne désirais pas en faire partie pour toute une série de raisons, ce qui est resté lettre morte. Je soupçonne d'ailleurs un certain Cyr qui est au fond d'avoir participé à la chose. Mais il est trop. J'ai accepté de diriger un certain nombre de présidés, un certain nombre de sessions, mais je voulais beaucoup plus écouter. Mais puisque j'y suis, j'y reste. Je suis donc arrivé à un titre. Je le dis maintenant. La notion, j'ai évité l'idée d'idée, de concept, etc. Donc, la notion d'industrie créative, un faux semblant conceptuel ne servant qu'à voiler la réalité structurelle et les enjeux véritables. Quelques explications. Donc, déjà, j'ai utilisé notion plutôt que concept, plutôt qu'idée, etc. On pourrait s'expliquer là-dessus. Un faux semblant, ça attaque les fausses idées qui se présentent comme nouvelles dans le cadre du développement de la connaissance et qui font illusion sur l'ajout de nouveautés ou l'ajout de perception en profondeur des réalités auxquelles nous sommes confrontés et que nous nous donnons comme objectifs. Alors, c'est un faux semblant conceptuel, ça a des conséquences qu'on verra tout à l'heure. Nécessairement qu'à voiler la réalité structurelle et les enjeux véritables, il me semble que le travail scientifique consiste à dévoiler des enjeux cachés, non apparentes, au-delà des apparences et des apparaîtres, et que notre rôle est de structurer une conceptualisation et des théories, en plus de méthodologie, pour aller chercher des résultats qui démontrent un certain nombre de choses, et en fin de ligne, on arrive à des constats. Bourdieu et ses collègues du métier de sociologue appellent ça une hiérarchie des actes épistémologiques. Et lorsqu'on travestit cette hiérarchie-là, on aboutit toujours à des erreurs qui débouchent sur des faux concepts, des fausses théories, des faux constats. Et ça nous aiguille sur des fausses représentations du réel. Je mets en garde également contre l'état de ma préparation. Il est à l'état de notes, etc. Parce que je ne comptais pas vraiment prendre la parole dans la table ronde. Et j'ai donc dû, comme on dit chez nous, pédaler assez rapidement. Mais ça ne veut pas dire que je ne connais pas la question de la créativité. Alors, je vous donne un certain nombre d'éléments de compréhension de mon intérêt pour la créativité. Ça commence quand je décide de défaire des études de doctoral et je décide d'aller étudier en psychologie sociale, spécifiquement sur la créativité. On est en 69-70. Je m'intéresse à la créativité pour toute une série de raisons. Ça serait trop long à expliquer.
je me retrouve non pas à Stanford aux États-Unis, mais en France. Stanford aux États-Unis, moi je venais d'une famille relativement pauvre, la scolarité c'était 75 000 par année, en 69. Donc il y avait d'autres choses. En plus de ça, le système français permettait une certaine perméabilité à des disciplines différentes, de sorte que, originant de la sociologie, je pouvais me lancer dans des études de psychologie sociale parce que ma trace, ma cible, c'était d'essayer de mettre la main sur les dimensions psychologiques qui permettent d'expliquer pourquoi l'innovation, pourquoi la création, pourquoi la créativité. Je me retrouve devant une littérature qui est essentiellement anglo-saxonne, fonctionnaliste, ou sociologique, ou psychologique, ou de relations industrielles. Primo. Deuxièmement, c'est dans une situation très particulière que cette thématique-là surgit sur la scène intellectuelle, particulièrement aux États-Unis puis par le sud dans le monde, quand les Américains sont battus dans la course spatiale par le lancement de Sputnik. Il y a une floraison d'initiatives qui a lieu aux États-Unis, et c'est là que la thématique de la créativité explose. Alors là, on assiste à toute une série de choses. Après avoir fait une analyse de l'ensemble de cette littérature, j'arrive à isoler 3 indicateurs. La fluidité, l'originalité et la flexibilité. De l'originalité, je ne dirais rien, parce que c'est un constat a posteriori. Une fois qu'on est placé devant quelque chose qui se présente comme nouveau, on sait si c'est neuf ou pas, à mesure où c'est original ou pas. Donc, ça ne nous donne aucune indication sur les mécanismes psychiques en jeu dans l'acte de création. La fluidité est un concept, faux concept, parce qu'elle ne décrit que l'enchaînement et la déclinaison de quelque chose qui est nouveau dans une répétition avec une apparence de nouveau, mais qui calque la nouveauté. À titre d'exemple, je vais faire du galvaudage, mais c'est la sortie du détergent avec des pépites vertes et que le concurrent sort avec des pépites bleues la semaine suivante. On n'a rien à cirer avec ça parce que ça n'explique pas la créativité. La vraie explication réside dans la fluidité, dans la flexibilité. Parce que la flexibilité marque le changement de terrain. C'est, à titre d'exemple, l'inversion de la pyramide hegelienne de la dialectique. On la replace sur sa base, parce qu'on dit non, ce n'est pas ça, c'est ça. On va reprendre Bachelard. Fondamentalement, la créativité et l'innovation sur le plan de l'innovation technique, mais aussi sur le plan de la conception intellectuelle, donc conceptuelle et théorisante, ça commence par une critique qui dit non, et cette critique qui dit non à ceci s'avance pour finir par produire des oui. Vous lirez la philosophie du non de Bachelard, largement repris par Bourdieu, et c'est largement étoffé, et elle parcourt tout le travail critique qu'on applique dans les sciences. Suit ce parcours des études arrivées en poste concernant les artistes. Bon, je suis en poste, mais récemment arrivé, le ministère de la Culture au Québec s'intéresse sous la poussée des milieux artistiques à la situation des artistes et à la question du statut des artistes. J'entends des enquêtes, pour commencer sur les musiciens. J'enclenche avec d'autres enquêtes qui se généralisent dans l'ensemble des arts d'interprétation. On se lance dans une étude statistique nourrie des 20 dernières années, avec une critique importante des indicateurs. On ajoute à ça un important travail de recherche qualitative construit sur des histoires de vie. Qu'est-ce qu'on trouve au niveau de la critique des cadres statistiques? C'est qu'on se retrouve devant des représentations qui, en général, vont être quintillées ou décilées. Ce qui conduit à une continuité représentative des variations de revenus sur une base quintillée qui donne la représentation d'une pyramide normale, sans interruption. Notre intuition, je dis notre parce que j'avais toute une équipe autour de moi, et de dire, nous allons faire un certain nombre d'essais pour voir, parce qu'à chaque fois qu'on réduit un nuage de points dans des quintiles et des déciles, on amalgame des situations différentes dans une représentation d'ensemble. Donc, on masque des différences.
De sorte qu'à force de faire des tests, on est abouti à une ventilation des revenus sur une échelle de 20 strates, mais qui nous ont donné non pas une pyramide, mais ils nous en ont donné 3. Une tout en haut, une plus grande en bas, puis une très grande en bas. Avec des conditions d'exercice des métiers, des conditions d'existence, des conditions de pratique tout à fait différentes. Mais tout au long des 3 pyramides, la qualification dans l'apprentissage du métier, la passion de pratique du métier, l'obligation selon les étages où on se trouve de faire des métiers nourriciers pour alimenter ses pratiques artistiques, etc. De sorte que toute une série de réalités était masquée par le quintillage et le décillage de Statistique Canada. Sur cette base-là, on commence à soupçonner un certain nombre de choses. Et puis, par la suite, d'étape en étape, je commence à m'intéresser à l'organisation, la structuration horizontale et verticale dans le milieu de la communication et des médias. Et on aboutit avec des hypothèses de convergence. Et là, il y a des relations de travail et d'analyse qui se mettent en lien avec, bon, grâce à Gaëtan, avec qui je travaillais à ce moment-là, avec les équipes de Bernard et d'autres. Et on est dans une situation où on est synchrone avec une situation de crise structurelle et d'une importante transformation de l'ensemble des cadres d'exercice du travail et de mise en valeur du capital. Il y a une crise structurelle. Ce qui veut donc dire qu'on a à faire face à un important mouvement de reconversion des termes dans lesquels le capitalisme affirme sa domination dans le tissu social. Mais là, attention, on commence le stade de son affirmation comme mondialisation et globalisation. Et donc, ça veut dire qu'en termes, quand on parle d'une reproduction élargie, c'est une reproduction élargie non seulement horizontalement et spatialement dans l'ensemble planétaire, mais c'est dans l'ensemble des phases de travail caractérisant la mise en œuvre, la survie de l'humanité, de sa transformation et de sa progression. Non seulement dans ce cadre-là, mais ça veut dire aussi une importante intensification de la mise en valeur. Alors, dans les recherches qu'on menait, on les voyait bien pénétrer, de plus en plus organisés structurellement, financièrement et dans les transformations d'organisation du travail, pénétrant d'une façon de plus en plus massive la culture. Mais moi, je vous dirais très sincèrement que dès ce moment-là, la cible de la création était inscrite, était déterminée, était incontournable. Lorsque, dans le milieu des années 90, arrive l'espèce de syntagme d'industrie créative, moi, je ne suis aucunement surpris. Ce n'est que la même cause qui vise un élargissement et un approfondissement des formes de domination et de transformation des conditions du travail spécifiques au milieu de la création, mais dans l'ensemble des milieux de la création. Et là, on a notre objet. Il est né à ce moment-là avec cette signification-là. C'est ce qui me rend hautement méfiant envers ce syntagme, c'est quelle est son utilité, quelle est sa vision, quel est ce qu'il représente, dans le contexte où il est né. Plusieurs en ont parlé dans le contexte dans lequel nous nous trouvons de colloque à l'heure actuelle. Donc, je n'ai pas d'originalité en mentionnant cette chose-là. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est pas innocent. Il y a une finalité sociale, une finalité de rapport social qui est en arrière de ça. Et la cible, c'est le travail de création. Or, le travail de création, ceci de particulier, c'est qu'il accompagne toute l'histoire de l'humanité. Les humains se sont développés en innovant, en construisant des nouvelles conditions d'existence, en produisant des représentations de l'univers qui les entoure, de ce qu'ils sont, à travers l'art, à travers le langage, à travers des discours, à travers des formes picturales, à travers des danses, etc. Et le processus va poursuivre. L'art, c'est une prise de distance par rapport aux conditions vécues et perçues dans la quotidienneté comme étant évidentes.
faire de cette chose-là, qui appartient ontologiquement au développement de l'humanité, en faire une industrie, m'apparaît une instrumentalisation d'une réalité qui a une autre signification que la simple mise en valeur du capital investi et que la simple consommation du capital investi. Reste un truc à éclaircir. Il me reste combien de temps? 2 minutes. Lorsqu'un syntagme comme ça apparaît, il faut évaluer sa véritable portée d'innovation. Toute la science n'a pas dressé qu'à travers la critique. Je reviens à Bachelard, je reviens à Bourdieu, je reviens à d'autres personnes qui sont pensées sur la question. Qu'est-ce que veut dire la critique dans ce cadre-là? Elle ne vaut, elle n'est qu'à travers sa radicalisation qui pousse jusqu'à la production, à travers le nom, d'une ouverture sur des possibles et déboucher sur un nouveau concept et une nouvelle théorie. On est toujours dans la hiérarchie épistémologique. Qu'est-ce que le concept d'industrie créative nous apporte? Rien de neuf. Sinon de masquer l'obligation de rentrer sur le terrain et la maîtrise de l'ensemble des facultés créatives pour maximiser la production d'une surconsommation. Alors, certains ont rentré sur ce terrain-là. Il s'agit d'une denrée hautement volatile, totalement incertaine, imprévisible et imprédictible. Mais ces mêmes qualités-là apportent des importantes possibilités de spéculation. Alors, je ressors des boulamites Yves Delay, qui propose que nous soyons passés d'un régime d'accumulation concurrentielle par la suite à monopolistique et finalement spéculative. Et on n'a qu'à regarder les taux de rendement d'un certain nombre d'implantations de pseudo-nouveautés et on s'aperçoit qu'il y a des capitalisations fabuleuses qui sont sur la base d'un clin d'œil. On n'a qu'à regarder la capitalisation, la mise en bourse de Google, etc., pour le montrer. Je reviens donc en conclusion sur l'intitulé. C'est un faux semblant d'innovation qui ne voile que la réalité structurelle et les véritables enjeux. Le jour où la création rentre là-dedans, ils l'ont aliéné et ont détourné son sens. C'est pas pour rien qu'on parle des prescripteurs, puis qu'on parle de l'intermédiation qui contrôle et encadre le travail de création. Et à ce moment-là, on se retrouve devant autre chose. Merci de votre attention. Merci Jean-Guy. Je passe maintenant la parole à Pierre. Merci. Merci. Alors c'est un exercice un peu difficile parce que j'ai dit beaucoup de choses ce matin, je vais éviter de me répéter et en même temps peut-être compléter ou préciser un certain nombre de points. Alors, le titre de la table ronde, c'était les modèles en question. Ça me semblait intéressant justement de revenir un peu sur, pas forcément sur le modèle d'affaires en tant que tel, on pourra en reparler dans le débat, mais éventuellement sur un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués au fil des échanges et qui me semblent réinterroger assez fortement la vision, la perception qu'on peut avoir des industries créatives. Alors, un peu comme j'ai fait ce matin, je me semble important de revenir sur des bases, un peu sur les hypothèses à partir desquelles, en tout cas, j'essaie de construire la réflexion. La première, c'est pourquoi, en fait, cette conférence, pourquoi ces échanges, pourquoi ces débats, et cette actualité des industries créatives, elle est, je veux redire, liée aux mutations de l'environnement, à la fois sur l'économie de connaissance, sur la question de la crise et du renouveau de l'économie industrielle par l'innovation, le renouvellement des produits, etc. Elle est liée, cette mutation de l'environnement, c'est aussi l'évolution des technologies, on en a déjà parlé, et la transformation des usages et des attitudes des consommateurs, si on en a parlé tout à l'heure. Deuxième point de cette actualité pour moi, c'est qu'il y a une transformation structurelle liée à la dématérialisation. On n'a pas parlé, mais il y a la dimension industrielle des industries culturelles et créatives, elle est liée à la fonction de reproduction. Et à partir du moment où la fonction de reproduction des supports, reproduction des contenus, etc., est affectée par des technologies de l'information et de la communication,
c'est toute l'économie liée à cette reproduction qui est encore dans la capacité d'incorporer du savoir dans les biens, dans le support, en fait qu'on ne vend plus simplement des produits enregistrés, des supports matériels, mais on vend des services qui accompagnent des contenus dématérialisés. Et donc avec une redéfinition des structures de marché, dont on a déjà largement parlé, j'en reviendrai tout à l'heure sur certaines d'entre elles, en particulier la manière dont le centre de gravité des filières culturelles évolue depuis l'amont, la création vers la diffusion, la manière dont le rapport à la localisation évolue, toujours lié à cette question de la reproduction. À partir du moment où, j'ai parlé de la musique totale, je suis un autre exemple, le musée du Louvre aujourd'hui, plus de 6 millions de visiteurs, il y a davantage de visiteurs du musée du Louvre, du site internet du musée du Louvre, que du Louvre lui-même. Donc ça veut dire que ça amène les musées à repenser qu'est-ce que c'est que la production, entre guillemets, est-ce que c'est la mise à disposition d'œuvres, est-ce que c'est des services d'information, de compléments, etc., qui viennent se greffer sur un capital d'œuvre qui existe, qui est là, et finalement, est-ce que le rapport aux visiteurs se fait dans l'instantanéité d'un lieu qui est situé en Rivoli, ou est-ce qu'elle se redéfinit autrement? Donc c'est toute une série de questions qui me semblent au cœur des débats qu'on a évoqués ces derniers jours. Alors par rapport à ça, là aussi je pense que c'est important de revenir sur qu'est-ce que c'est que les caractéristiques structurelles des contenus culturels. Ces caractéristiques structurelles, on a évoqué plusieurs. Pour moi, la première, c'est la variété des productions et la variété de leur qualité. On n'achète pas de la valeur d'usage. Quand on achète un disque, quand on va visiter un musée, on achète une valeur symbolique. Et donc la question du point de vue économique, du point de vue stratégique, c'est quel est le rapport entre le prix de production, entre le prix de distribution, entre le prix qui est prêt à payer ou pas un consommateur, et comment organiser les structures de production en conséquence. La deuxième dimension importante, caractéristique structurelle, j'en ai déjà parlé, on a largement parlé, je n'insisterai pas, c'est est-ce que la création est une création individuelle ou en coopération? Dans la plupart des secteurs dont on a parlé, c'est des productions collectives, hein, même s'il y a un artiste qui est mis en avant. Un film de cinéma, c'est plusieurs dizaines de personnes. La production d'un disque ou même la production d'un livre, c'est près d'une dizaine de personnes. Si on rajoute les graphistes, le directeur de collection, l'auteur, voire les auteurs, etc. Donc comment organiser ces réseaux de contributeurs, comment animer cette production qui n'est plus simplement une production individuelle. Donc c'est vraiment toute une série de questions sur le marché de l'emploi. Puis la troisième caractéristique structurelle aussi sur laquelle il me semble important de revenir rapidement, c'est la question du risque, du niveau de risque, qui fait classiquement partie des caractéristiques de la culture. Tous les biens culturels, par rapport à la plupart des biens industriels, connaissent un niveau de risque exceptionnel quant au succès à attendre d'une forme esthétique particulière. Donc ça amène de toute façon une économie spéculative. Et les rémunérations liées aux droits d'auteur, liées aux royalties, etc., sont d'ailleurs adaptées à cette incertitude. La question, c'est comment évolue cette économie de risque dans un contexte où le risque porte moins sur la consommation individuelle des contenus que sur des modes très agrégés d'association à des sites, ou à des plateformes. Alors, on a vu ce matin comment l'affaire se nourrissait d'Internet et alimentait à la fois une multiplication de l'offre, une économie de plateforme, une concurrence par les modèles d'affaires plus qu'une concurrence par les produits. Peut-être juste un commentaire, parce que le point est évoqué dans le débat ce matin aussi, sur cette multiplication de l'offre. Alors c'est vrai que la multiplication de l'offre est une question ancienne dans la culture. Bon, on n'a pas le temps, mais si on reprend par exemple l'évolution de la production française de livres, depuis 20, 30, 40 ans, c'est absolument exceptionnel. Enfin, on doit être aujourd'hui à, je pense, à 70 000 livres, ouvrages édités par an, je vais voir. 65, oui. Voilà. Et il y a 30 ans, on devait être à 40, à peu près, de mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette croissance de l'offre, elle existe déjà. Elle s'accompagnait
dans le monde réel, dans le monde physique, en parallèle d'une diminution des tirages. 12 000, 13 000, je crois de mémoire, il y a 30 ans, on doit être à 7 000 aujourd'hui, le tirage moyen. Donc, parce qu'il y a une rationalisation de la production, de la distribution, etc. Donc il y a eu, anciennement, une évolution de l'offre et une adaptation des structures de production. La question aujourd'hui avec le numérique, c'est un changement d'échelle radical. C'est un changement d'échelle radical parce que les problèmes de reproduction que j'évoquais au début sont centraux. C'est-à-dire que ça ne coûte rien aujourd'hui de garder des ouvrages en catalogue. Une fois que l'e-book est numérisé, le coût de stockage sur un serveur ne coûte rien. Donc la question, c'est qu'il y a un changement d'échelle sur le volume de l'offre. C'est plus quelques dizaines de milliers, c'est quelques centaines ou quelques millions de titres qui sont disponibles. Et c'est un problème cognitif. C'est-à-dire qu'avec quelques dizaines de milliers, on arrive à peu près, quand on va dans une librairie, à faire le tour des ouvrages qui peuvent nous intéresser. Pour le faire très simple. Même dans une bibliothèque, on cherche un peu avec des fichiers, etc. Sur des centaines ou des millions de titres disponibles, cette capacité de faire le tour de l'offre devient difficile et amène justement un rôle très important des formes de prescription, de recommandation, etc. Alors, tout ça soulève bien entendu des questions qui sont très concrètes. Je les évoque très rapidement et on pourra y revenir ensuite, le cas échéant. C'est d'abord comment protéger et stimuler la production de contenu. Pas simplement dans le débat, dans l'alternative professionnelle amateur qu'on a déjà évoqué, mais sur les modes de rétribution individuelle. Le droit d'auteur n'est plus du tout adapté dans une logique de type UGC où on met des contenus en ligne et avec des très faibles consommations. Donc la nature de l'incertitude du marché a changé. La nature de l'appropriation collective amène aussi à redéfinir les rémunérations individuelles et les questions liées au remix. Je parlais de bootlegging ce matin, de sampling, etc., de logique du coupé-collé, du remix, comme dit Laurence Lessig, amène aussi à repenser qu'est-ce que c'est que la création. Et surtout, est-ce qu'on stimule une création, j'allais dire, de second ordre, on va changer la couleur des paillettes en mettant des paillettes bleues au lieu de paillettes vertes, ou est-ce qu'on stimule une création plus radicale sur les formes, sur les standards, sur les schémas esthétiques, et peut-on effectivement faire une variété, enfin distinguer véritablement entre des changements, des fortes ruptures ou des simples transformations dans un cadre prédéfini. Deuxième question importante, c'est comment favoriser la production et la consommation. La question de la soutenabilité des modèles d'affaires, comment stimuler les investissements technologiques, on a parlé tout à l'heure en aparté, c'est un programme de recherche qu'on mène actuellement. La question de la recherche et développement dans les industries culturelles est absolument centrale et complètement et jamais traitée. On fait dans la littérature là-dessus, il y a très très peu de choses. Aujourd'hui, la majeure partie des grandes innovations qui arrivent dans le secteur de la culture, que ce soit les e-books, que ce soit les lecteurs MP3, les smartphones, etc., sont des innovations technologiques qui sont venues de l'extérieur de la filière. Et pour lesquelles les industries culturelles sont amenées à se positionner, à réinvestir dans des formes d'appropriation où l'essentiel de la valeur est capté par l'extérieur. Mais alors c'est très ancien, le cinéma parlant, c'est pas Warner qui a inventé le cinéma parlant, il a récupéré des innovations de la General Electric. Donc cette question du rapport entre des innovations techniques qui modifient considérablement l'économie des filières culturelles et les capacités des acteurs de la culture à investir, s'approprier ou peser sur ces innovations est également centrale et très peu traitée. Et par rapport à ça, les questions qui se posent sont aussi des questions, est-ce qu'il s'agit de réguler ou de développer une politique culturelle et industrielle. Le débat sur l'édition des SKU en son témoignage, les débats qu'il y a eu la semaine dernière autour de Dailymotion en sont une autre splendide illustration. Il me reste combien de temps? Il reste du temps. D'accord, je comprends parfaitement, c'est juste pour ça. Vous n'êtes pas obligé de le remplir. Non, mais j'ai encore deux ou trois choses à dire. Et alors tout ça génère des phénomènes qui sont pour moi contradictoires, en tout cas qui amènent des tensions. Première tension, je parlais tout à l'heure de transformation de la chaîne de valeur. L'évolution de la chaîne de valeur des filières culturelles, elle se transforme parce qu'elle évolue à la fois vers l'aval et vers l'amont.
Vers l'aval, c'est le poids des plateformes de distribution. Vers l'amont, c'est toutes les nouvelles dynamiques de création, de production, j'y reviendrai. Et vers l'amont, c'est aussi la réintégration à l'intérieur des filières culturelles d'acteurs qui, jusqu'à présent, n'étaient pas du tout perçus comme appartenant à ces filières. Je veux dire, les offreurs de technologie. Quand on parlait de la filière du disque, de la musique, il y a encore, jusqu'à quelques années, je serais venu à l'idée de personne, en écrivant la filière de la musique, de réintégrer les presseurs de CD, par exemple. C'était des sous-traitants, mais ça restait des sous-traitants techniques. Aujourd'hui, c'est absolument inconcevable de décrire l'économie de la musique sans intégrer les fabricants de smartphones, sans intégrer les opérateurs de téléphonie qui proposent des abonnements illimités, etc. Donc il y a une réintégration des offreurs de technologie au cœur des filières culturelles qui amène à redéfinir le contour même de ces filières. Alors ça, donc ces transformations en amont, donc on a d'un côté une centralisation de la conception, hein, l'omniprésence du terme de créativité, de création en témoigne, et autour de la créativité, on a des supports de partenariat, de stratégie, de co-développement, etc. Mais en même temps, je disais tout matin, c'est la distribution, c'est la logique de marque, c'est la fonction de programmation, d'éditorialisation, c'est-à-dire d'organisation des contenus et non pas de création des contenus, qui devient aussi très puissante simultanément. On peut expliquer. Et en même temps, c'est aussi le renforcement des intermédiaires, pas trop le terme d'intermédiaire, je préférerais le terme de prescripteurs, à savoir des acteurs qui vont jouer à côté des producteurs, à côté des créateurs, à côté des consommateurs, non pas intermédiaires dans une logique un peu de marché bêtement économique, où on aurait l'offre et la demande et puis des intermédiaires au milieu, mais plutôt dans une logique où on a ce qu'on connaît bien dans les médias, des marchés qui fonctionnent simultanément. Le marché de l'information, le marché du référencement, le marché du bien primaire, le marché de la consommation de l'œuvre, et puis le marché de la prescription. J'achète l'information. Donc alors ce qui explique que dans beaucoup de cas, pour les mêmes biens, on ne sait pas qui doit payer. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a un site comme YouTube, c'est le consommateur qui doit payer pour accéder à des contenus? Est-ce que c'est ou est-ce que c'est les auteurs qui doivent payer pour être hébergés par YouTube? On a une vraie incertitude et indécision complète, alors qui renvoie à la variété des modèles d'affaires, mais qui change complètement la vision qu'on peut avoir de l'économie de ces secteurs. Parce qu'en fait, le sens du marché, qui normalement, dans la théorie, il est donné, ce sens du marché, il peut être complètement renversé, transformé ou modifié. Alors, tout ça a des conséquences sur les chaînes de valeur, et j'aurais mis mes conclusions autour de ça. Première conséquence, c'est la manière dont les filières culturelles se réorganisent autour de fonctions et de compétences spécifiques, des fonctions qui, à mon sens, sont les fonctions de distribution, de logique, de transaction. C'est presque le modèle Amazon d'un côté, hein, les distributions logistiques. L'organisation autour des modèles de transaction, c'est plus... oui, on reste aussi sur Amazon par exemple. Réorganisation autour de la conception, la création de contenu, hein, tous les sites de production. Réorganisation autour du contrôle du consommateur, autour de la traçabilité, de la publicité, toute la force des modèles comme Google par exemple, ou Facebook. Donc ça, c'est le premier point, c'est des fonctions qui deviennent centrales et des compétences qui deviennent centrales dans cette économie numérique. Le deuxième élément, j'en ai parlé ce matin, je n'insiste pas, la coexistence et la variété des modèles d'affaires. Troisième élément important, le fait qu'on a aujourd'hui dans ces secteurs des formes de compétition qui ne sont plus comme traditionnellement dans l'économie, des formes de compétition horizontale entre producteurs ou entre acteurs similaires. Dans l'industrie, je ne sais pas, du livre, les éditeurs sont en concurrence entre eux pour vendre des ouvrages. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est une concurrence qui n'est plus simplement entre des éditeurs pour vendre des ouvrages, mais entre des éditeurs d'un côté,
des sites d'agrégation de l'autre, des vendeurs de e-book, etc. Donc une concurrence qui se... Et puis des auteurs qui vont commercialiser ou vendre ou diffuser eux-mêmes directement leurs œuvres. Et on a des procès, en fait, aussi entre soit des auteurs, soit des musiciens, plutôt d'ailleurs, qui se retournent vers leur label, ou des labels qui se retournent vers leurs musiciens en disant vous n'avez pas le droit de diffuser en ligne vos musiques. Donc une concurrence qui se fait à l'intérieur de la chaîne de valeur entre des acteurs qui ne se concurrençaient pas entre eux. On a exactement le même phénomène aujourd'hui qui devient absolument central, dont on parle très peu, toujours en forme de compétition verticale, entre les fournisseurs de contenu en ligne, hein, les over the top, et puis les opérateurs de télécommunications. Hein, le conflit récent qu'il y a pu avoir entre Free et Google, savoir qui doit payer pour les infrastructures, est-ce que, c'est un peu toujours le sens du marché que j'ai évoqué tout à l'heure, est-ce que c'est les opérateurs qui doivent remercier les over the top de leur fournir des contenus qui leur permettent de vendre des abonnements, ou est-ce que les over the top qui doivent payer aux opérateurs l'utilisation de leurs tuyaux parce que c'est eux qui retirent la valeur. Donc on a exactement cette même dynamique et qui bien entendu est centrale parce que la fourniture des contenus en ligne aujourd'hui demande des serveurs absolument massifs, des capacités de traitement massifs qui mettent l'accent tout à fait critique justement sur cette relation entre acteurs Internet et opérateurs de télécommunications. En conclusion, peut-être un retour sur les contenus. Quand on revient sur les contenus, il me semble qu'il y a plusieurs points, là aussi, qu'on va parler rapidement, qui reviennent en discussion. La première, c'est l'alternative classique entre best-seller et low-seller, entre effet podium de quelques titres qui attirent la majorité des consommations des usages, et puis une forme de longue traîne et de titres à moindre diffusion. Ce débat-là, il est présent dans toutes les industries culturelles. Il est assez classique, hein, c'est le modèle de la grande distribution. On a quelques têtes de gondole et puis des produits qui viennent remplir les rayons. Mais il est central dans Internet, puisque, on l'a vu en particulier ce matin, il est absolument essentiel d'arriver à construire des offres suffisamment étoffées pour toucher des segments de marché très larges, etc. Donc la question n'est pas d'organiser des modèles économiques de la longue traîne à Anderson, mais plutôt de comment organiser dans des sites agrégateurs la variété des contenus et la variété des économies